Marina Valencise est la directrice de l'Institut culturel italien depuis environ 3 ans. Cet institut se trouve à l'hôtel de Galifet, auquel Marina Valencise a consacré un livre bilingue français-italien, un livre qui se veut une biographie de l'hôtel de Galifet. Donc, non pas un essai historique classique, mais plutôt une biographie comme s'il s'agissait du parcours d'une personne, d'un personnage historique. Oui, j'ai voulu écrire une biographie du lieu de l'hôtel de Galifet parce que mon idée c'était de donner au public le récit de tout ce que ces murs ont vu. Donc de raconter tout ce que ces murs ont vu, tout ce qui s'est passé dans ce palais depuis sa construction dans la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'au jour où les Italiens sont arrivés, d'abord locataires des derniers Galifets, ensuite propriétaires à partir de 1909 de l'immeuble acheté par le gouvernement de Giovanni Giolitti. Donc c'est une biographie du lieu qui a un siècle d'histoire, qui raconte un siècle d'histoire et qui raconte l'hôtel des Galifets par le biais des personnages, des événements, des complots, des trahisons qui ont eu lieu dans cet immeuble. Voilà, donc commençons par le début. Cet immeuble a été bâti donc dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Il a été complété, somme toute, peu avant la Révolution, et il a été confisqué par les révolutionnaires. C'était un immeuble bâti pour la famille de Galifet, justement, cette famille aristocratique, laquelle, au moment de la Révolution, a pris la fuite et a rejoint l'émigration de ceux contre qui la Révolution s'était déchaînée. Et donc, il a été consacré à une fonction qui n'était pas prévue au départ, c'est-à-dire est devenu le ministère des Affaires étrangères. Le fondateur de l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble, c'est donc Simon Alexandre Galifet, qui était le dernier président du Parlement de Provence, un homme très riche, un aristocrate, qui appartenait à cette aristocratie royaliste, naturellement, et qui était aussi une aristocratie commerçante, parce qu'il provenait de cette famille qui avait fait fortune aux Antilles, et donc c'était un homme très riche qui faisait du commerce dans les sucres, dans le café, aussi dans les hommes, dans les esclaves, hélas. Et à l'époque donc de la Révolution, 1790, l'immeuble est presque achevé et il décide d'émigrer. Il n'attend même pas la fuite à Varennes, il part en Italie, il part en Toscane et il va mourir à Pise après avoir été à Livourne pendant un moment. Et donc l'immeuble est confisqué par les révolutionnaires, par les Jacobins, qui le mettent à la loterie nationale et puis ils arrêtent la vente sur la loterie nationale et le gouvernement décide de l'affecter au nouvel commissaire des Affaires étrangères d'abord et ensuite au ministère des Relations extérieures à partir de 1794. C'est ici, au premier étage, qui vient en tant que ministre jacobin, donc des Relations extérieures, Charles Delacroix, qui sera le père d'Eugène Delacroix, qui va naître ici dans cet immeuble. Ah bon? Oui. Ah, ça aussi, par exemple, ça c'est une information intéressante. Oui. Et en 1797, juillet 1797, le ministre des Relations extérieures, nommé par les directoires, est Talleyrand, qui est l'ancien évêque d'Autun et aussi un ancien émigré qui est rentré après un exil à Londres et à Philadelphie, et il est rentré à la fin, quelques mois auparavant, et qui a obtenu la confiance de Barras grâce à Madame de Staël. Donc c'est ici qu'il s'installe, dans cette pièce, et qu'il choisit d'en faire son bureau. Et il va rester ici au moins 10 ans,
jusqu'à 1807, lorsqu'il démissionne du poste de ministre des Relations extérieures de Bonaparte. Alors, même ceux qui ne s'intéressent pas d'une manière spécifique à l'histoire française savent que Talleyrand est considéré un peu comme le symbole d'un homme capable de s'adapter à des changements politiques radicaux. Il a été un enfant de l'Ancien Régime, il trouve cette occasion de collaborer avec la Révolution française, il devient le ministre de Napoléon et par la suite il sera aussi un ministre de la Restauration. Donc finalement un personnage très controversé mais en même temps fascinant, dont on parle dans ce livre, surtout concernant ses rapports avec une personnalité aussi différente de la sienne comme celle de Napoléon Bonaparte. Oui, parce que j'ai essayé d'imaginer ce que ces murs ont vu, donc de reconstruire en fait les dynamiques psychologiques qui ont traversé cet immeuble, l'attrait que cet immeuble a représenté. Alors Talleyrand était un homme qui a tout de suite compris qu'il fallait miser sur l'homme fort du régime, du directoire, et cet homme fort était à ses yeux Bonaparte, qui avait conquis, le jeune général de l'armée d'Italie, qui avait conquis en très peu de temps, en 3 mois, l'Italie du Nord, les Piémonts, et qui avait battu une armée très, très importante comme l'armée autrichienne. Donc il mit son dévolu sur Bonaparte parce qu'il comprend que le directoire est très faible, et il commence en 1797, lorsqu'il se rencontre pour la première fois le mois de décembre ici dans ce même lieu, et ensuite en janvier lorsqu'il inaugure cette immense réception qu'il donne, cette immense réception en l'honneur de la femme de Bonaparte. Donc il commence une politique de séduction fondée sur les symboles, fondée sur la douceur de vivre, fondée sur la joie de vivre, sur l'élégance, sur le raffinement et sur le retour en quelque sorte aux mœurs de l'Ancien Régime, que Bonaparte avait considéré comme avec beaucoup de respect, parce que Bonaparte était à la fois un jacobin, mais quelqu'un qui voulait mettre fin à la Révolution, mettre fin aux années de sang et de terreur. Et donc les deux ont pour un moment le même objectif, et ils sont tout à fait complices dans leur œuvre de fortification du régime, disons, d'assainissement du régime. Et donc il y a pour but de mettre entre parenthèses, pour ainsi dire, l'intransigeance totale des premières phases de la Révolution. Oui, surtout de l'époque républicaine, de l'époque de la République de la Terreur, de la République jacobine, et d'autant plus des régicides, de l'élite des régicides, d'autant plus que les deux, au moins surtout Talleyrand à cette époque, était considéré très mal par les régicides, parce que c'était quelqu'un qui avait servi l'Ancien Régime, puisqu'il avait été évêque d'Autun, il avait été l'agent général du clergé de France, il venait d'une grande famille de la noblesse de cour, sa grand-mère, hein, il suffit de lire ses mémoires, sa grand-mère était une princesse de Chimay qui l'avait donc élevé au goût, au raffinement de l'aristocratie royaliste, et donc il a toujours été suspect aux yeux des régicides. Et Bonaparte non plus, il n'était pas très aimé, parce que les régicides qui étaient au pouvoir au moment du Directoire craignaient la force de ce général, d'une part ils avaient besoin de l'armée, de la force de l'armée, de cet tempérament de militaire, pour consolider le régime, qui était un régime, disons, très boiteux du point de vue politique et constitutionnel, et de l'autre, il craignait l'homme fort, parce qu'il se ressentait tout de suite comme une menace, ce qui va se démontrer d'ailleurs. Il est certain que les manières raffinées, pleines d'embâge de Talleyrand étaient à l'extrême opposé par rapport à l'attitude extrémiste des révolutionnaires de la période de la Terreur. Et en même temps, Talleyrand introduit dans les salons de ce magnifique hôtel particulier toutes ces liaisons
politique, mais aussi personnelle. Oui. Et là aussi, vous consacrez. Oui, je consacre 2 ou 3 chapitres à cette diplomatie fondée sur la personnalité, diplomatie fondée sur les relations humaines, sur les rapports directs, souvent biaisés. Parce qu'à l'époque, on avait une idée complètement différente du pouvoir et de la politique. Alors, Talleyrand, j'explique qu'il a choisi cette pièce parce que cette pièce était si petite, si, si modeste, était la pièce qui lui permettait de recevoir des visites dans le secret, dans la discrétion, et surtout de sortir et d'entrer dans la discrétion. Oui, voilà. N'oublions pas que cette pièce, justement, où nous sommes actuellement, était la pièce du bureau du ministre Talleyrand. Et le ministère était occupé, tout l'immeuble. Il y avait le premier étage qui était réservé à l'appartement de fonction du ministre, mais il y avait le second étage, et puis les combles, et puis il y avait un immeuble en face, et puis il y avait l'aile en face qui a disparu et été démolie dans les années 60 parce qu'elle s'écroulait. Et donc c'était un immeuble immense qui pouvait abriter les 4 divisions du ministère des Relations extérieures. Donc avec les bureaux, il y avait par exemple une officine de faux, où on fabriquait, et c'est ce que j'ai appris en lisant la grande biographie consacrée à Talleyrand par Emmanuel de Varesquiel, mais aussi la biographie de Bonaparte écrite par Patrice Guénifé. Donc on consacrait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à fabriquer des faux sous l'impulsion du ministre Talleyrand qui, n'oublions pas, à l'époque où la France était en guerre, avait besoin d'avoir des rapports avec les puissances étrangères et donc de tâter le terrain pour voir ce qu'on pouvait faire pour essayer donc de rompre l'encerclement de la France. Et ensuite, donc, il y a tout un chapitre dont je parle, ici les chapitres 2, le chapitre 3, où je parle des personnalités qui ont aidé ou qui ont donc secondé Talleyrand dans cet effort diplomatique assez biaisé et assez borderline, comme on dit. Et qui étaient ces agents? C'était des agents doubles, triples, quadruples. Il y a toute une liste, et c'était souvent des femmes comme la femme qui deviendra sa femme, qu'il épousera en 1802, Catherine Grande, et qui étaient à la fois des aventurières, mais aussi des femmes avec un intrigant, avec une certaine capacité de séduction, qui pouvaient voyager, qui connaissaient les langues, et qui pouvaient donc représenter la France ou le ministre des Affaires étrangères de la France auprès des puissances et des agents extérieurs pour tâter le terrain et pour voir ce qu'il fallait faire ou qu'il fallait ne pas faire. À l'époque où Talleyrand prend ses fonctions, il était très beau. Et nous avons un portrait du baron Gérard, de François Gérard, qui se trouve aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York et qui est illustré dans ce livre publié par Skira, et on voit très bien, donc il est dans sa maturité, il a 40 ans, il est un homme d'une beauté extraordinaire. Vous faites allusion à son visage, à son... Oui, je fais allusion au portrait de Gérard, où on peut tout dire, sauf qu'il n'est pas un homme beau. C'est un homme très séduisant, c'est un homme qui aime les femmes intelligentes, qui pratique l'art de la conversation, qui aime s'entourer de figures féminines, et qui passe son temps à jouer aux cartes ou à jouer dans les salons de la ville, de la capitale, et qui a absolument une formation, une forme de séduction d'Ancien Régime. C'est quelqu'un qui est prêt
pour une boutade à faire n'importe quoi. C'est un homme à la langue magnifique qui aime les femmes, qui aime la conversation, qui aime la table, qui considère que la diplomatie se fait à table, et donc il est un grand gourmet. C'est lui qui va enrôler le célèbre Carême, qui devient le plus grand chef pâtissier, non seulement pâtissier de l'époque, et qui consacre énormément d'attention au mets, au vin et à cette dynamique de la convivialité qui lui permet d'atteindre des résultats diplomatiques importants. On voit bien que vous aussi avez été séduite un peu par Talleyrand, n'est-ce pas? J'ai été très curieuse de découvrir cet homme qui symbolise au fond la quintessence du traître, la quintessence de la perversion politique, de ce qui est considéré le diable boiteux dans la littérature, mais qui révèle au contraire, en l'étudiant de près et en essayant de reconstituer l'époque où il a vécu, il devient, on découvre au contraire que c'est un personnage aux mille facettes, et surtout c'est un personnage qui représente non seulement la quintessence, l'essence du mal, l'essence du pouvoir diabolique, mais d'une certaine façon il représente la grande force de la tradition et la grande force, la grande capacité politique de servir comme passage, d'utiliser sa propre vie, sa propre expérience comme un pont de passage d'une époque à l'autre. Et donc, c'est un homme qui reste en équilibre sur deux époques diamétralement opposées et presque antinomiques. Voilà. D'une part l'Ancien Régime, de l'autre la Révolution. Après la défaite de Napoléon et donc dans la période de la Restauration, les émigrés reviennent en France, y compris la famille de Gallifet, et donc ils récupèrent cet immeuble. Oui, les Gallifet, à vrai dire, ils rentrent avec les lois de l'Empire. Les lois de l'Empire à la faveur des émigrés, mais ils attendent encore 13 ans, donc ils attendent encore longtemps, pour quelques années, pour récupérer leurs biens. Pourquoi? Parce que leur bien est affecté au ministère des Relations extérieures jusqu'à l'époque de la Restauration et même après. Et le dernier grand ministre de Louis XVIII, ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII, qui officiait comme Talleyrand ici, dans cette même pièce, était le duc de Richelieu, qui est nommé par Louis XVIII en 1815 et qui reste donc en fonction jusqu'en 1818. Et quand est-ce que les Gallifet récupèrent leurs biens? Lorsque le ministère des Relations extérieures, des Affaires étrangères, parce que le nom change, lorsque le ministère se déplace et les bureaux du ministère se déplacent à l'hôtel de Wagram, dans la rive droite, et donc les Gallifet peuvent revenir en possession de leurs biens. Et c'est là qu'il commence une autre époque. Elle n'est plus aussi riche comme avant la Révolution. Elle n'est plus aussi riche comme avant la Révolution, bien qu'elle soit toujours une des plus fortes, grandes richesses du pays, et une des plus grandes fortunes du pays, mais elle commence surtout à prendre des coups parce que les conditions de vie ont complètement changé. La société n'est plus une société fondée sur l'exploitation, mais c'est une société devenue petit à petit industrielle, fondée sur le travail. Et les Gallifet, donc, petit à petit, sont obligés, commencent d'abord à louer, ensuite à vendre des parcelles de leur jardin. Ils démolissent, par exemple, le grand porche néoclassique qui avait été bâti à la fin du XVIIIe siècle par Simon Alexandre pour faire une entrée monumentale, si bien que pendant toute la Révolution et l'Empire, on parlait de la rue du Bac pour dire pour indiquer le ministère des Relations extérieures. Pourquoi? Parce que l'entrée n'était pas de la rue de Grenelle, n'était pas de la rue de Varennes, qui fut ajoutée
au XXe siècle, mais de la rue du Bac. Oui, donc comme aujourd'hui on parle du Quai d'Orsay, à l'époque on parlait de la rue du Bac. Et on parlait de la rue du Bac, ici c'était les quartiers des ambassades naturellement, mais on parlait de la rue du Bac parce que l'entrée monumentale du ministère correspondait à ce qu'aujourd'hui correspond au 92 de la rue du Bac. Si bien qu'il y a une petite entrée dans les marchepieds et qui était donc l'emplacement exact du porche néoclassique, qui fut vendu et donc à l'époque désormais non plus de la Restauration, mais de la monarchie de Juillet. Et toute cette histoire de l'architecture de l'hôtel des Galliffet fait objet d'un livre à part, d'une étude qui a été confiée par l'Institut culturel italien que je dirige à deux jeunes chercheuses de l'Université de Rome, qui sont des spécialistes de l'histoire de l'architecture, Giuliana Mosca et Sara D'Abate. Oui. Et le livre va paraître dans les mois qui viennent dans l'édition des publications de l'Institut culturel italien. Mais comme on l'a dit, ce livre que vous avez écrit est une biographie, donc ce n'est pas une étude, disons, scientifique d'architecture, non, même s'il contient de très belles images. Oui. Donc c'est un livre qu'on peut lire et dans la version italienne et dans la version française, qu'on peut feuilleter avec plaisir parce qu'il y a des images très belles, mais... C'est une biographie du lieu. C'est une biographie. Alors que les deux jeunes chercheuses sont en train de d'achever un livre qui est une histoire de l'architecture et de la restauration de l'immeuble. Voilà. Donc, on peut avancer un peu dans ce parcours historique. Nous sommes donc à la période où la famille de Galliffet a repris possession de cet hôtel particulier et l'en vend des parties et un jour, en 1909, elle vend à l'État italien. Alors oui. Là, il y a eu l'action aussi de l'ambassadeur d'Italie de l'époque. Oui, mais l'histoire est intéressante parce qu'en lisant les mémoires, pour faire ce livre, j'ai dû beaucoup lire des documents naturellement, mais surtout de la biographie, de la bibliographie. Et alors, j'ai trouvé donc des sources importantes qui avaient été négligées jusqu'à maintenant et qui n'avaient pas été mises en relation avec l'histoire de l'hôtel. Et j'ai trouvé par exemple les mémoires de la marquise de Breteuil qui écrit à l'époque où l'hôtel des Galliffet est loué, donc 1885, et raconte une histoire fabuleuse, une histoire romanesque qui est, à mon avis, la vraie raison pour laquelle les Italiens sont ici. Qu'est-ce qui se passe? Les Galliffet donc perdent la richesse, perdent leur fortune. L'hôtel particulier échoue en héritage à une dame qui a une fille qui a des entrées à la cour parce qu'elle a fait un beau mariage et qui a une fille qui un beau jour rencontre lors d'une leçon de danse rencontre le fils de l'ambassadeur de la porte ottomane à Londres. Le grand amour éclate entre ces deux adolescents et la fille de la dernière Galliffet, propriétaire de l'immeuble, à l'époque, nous sommes déjà au Second Empire, décide de partir, de fuir, et s'enfuit avec ce jeune Turc. Donc, scandale, elle revient un an après, elle est complètement déshonorée, la famille cherche à trouver un mariage de convenance avec un Français. Les Français ne se présentent pas à l'appel. Le seul qui se présente à l'appel, c'est un prince allemand qui a d'ailleurs des attaches familiales avec les Galliffet parce que ses ancêtres ont servi dans le même régiment que le fils de Simon de Galliffet. Et donc, la jeune fille Galliffet, la jeune Marguerite Timecourt, née du maire Galliffet, s'exilie en Allemagne. Donc, c'est la raison pour laquelle elle n'a plus d'intérêt. Elle est la seule héritière, elle n'a plus d'intérêt à rester ici. Donc,
En 1885, les Italiens arrivent ici comme locataires. Ils louent l'hôtel des Galliffet pour en faire le siège de l'ambassade du Royaume d'Italie. 15 ans après, ils proposent l'achat et donc ils acquièrent l'immeuble en 1909 et pour des raisons qui sont liées essentiellement à cette fuite, à ce scandale érotique d'une jeune fille. Donc là aussi une histoire assez romanesque, oui. faisant partie justement assez romanesque que j'ai découvert, oui, que j'ai découverte grâce aux mémoires de l'époque, parce que les Galliffet à l'époque du Second Empire et donc ensuite de la Troisième République étaient finalement très mondains. Il y avait non seulement cette histoire donc qui a fait le scandale des salons parisiens et qui est reporté par Constance de Bretagne, mais il y avait aussi la personnalité la plus importante de la famille était à l'époque Gaston de Galliffet, qui est aussi un personnage proustien parce qu'il revient dans la recherche de Proust sous les traits du général de Frobenville. Et donc, il fait partie, et moi j'en parle dans l'un des derniers chapitres. Très intéressant. Oui, et j'en parle dans l'un des derniers chapitres où j'ai décrit. Relativement peu connu. Oui, peu connu, et c'est un détail que j'ai pu étudier et analyser grâce à un tableau, un très beau tableau, qui fait partie de la collection du musée d'Orsay. C'est les cercles de la rue Royale peints par James Tissot. Et donc, il fréquentait ces grands cercles de royalistes, conservateurs, très dandy, dont parle, qui rentrent aussi, dont les membres rentrent aussi dans la recherche de Proust, et il donne les traits au général de Froberville, comme je le disais, qui est l'un des personnages des salons de Guermantes dont parle Proust. Donc, comme vous voyez, il y a un passage constant entre le roman de l'histoire et le romanesque littéraire. Et c'est dont cet immeuble témoigne, et c'est la raison pour laquelle il faut valoriser un patrimoine si important qui appartient non seulement à l'histoire de deux pays, mais appartiennent entièrement à la culture politique, littéraire et donc esthétique française. Après la Première Guerre mondiale, en pleine période fasciste, on assiste à un autre changement. C'est-à-dire que cet immeuble, qui a été pendant des décennies le siège de l'ambassade d'Italie auprès de l'État français, change de destination, car il y a un accord entre l'Italie et la France concernant un échange de location à titre gracieux pratiquement, c'est-à-dire entre le Palais Farnèse et l'hôtel La Rochefoucauld, qui est toujours le siège de l'ambassade d'Italie. C'est le résultat, cet échange, c'est le résultat. Tout le monde se demande toujours qui a gagné dans cet échange, parce que plusieurs considèrent que même si l'hôtel La Rochefoucauld est très beau, mais le Palais Farnèse est unique. Oui, mais on ne peut pas mettre la comparaison sur ce plan, parce que Rome est très différente de Paris, et si on devait trouver un immeuble de la Renaissance à Paris, on aurait eu des difficultés, parce qu'à part le Louvre, il n'y a pas de grand palais de la Renaissance dessiné par Michel-Ange et Bramante. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de l'hôtel de Galliffet? Alors, l'hôtel des Galliffet, disons que l'hôtel des Galliffet demeure le siège de l'ambassade de l'Italie jusqu'aux années 30. Ouais. Donc, après le pacte Laval-Mussolini de 1934, donc on règle le contentieux qui oppose depuis 1911, depuis que les Français ont racheté Palais Farnèse aux Italiens et que les Italiens ont préempté 25 ans après. Donc ces contentieux durent depuis un bon moment. Et les Italiens obtiennent la propriété de Palais Farnèse. En échange, les Français obtiennent de rester les locataires, demeurer les locataires de Palais Farnèse pour 1 franc symbolique par an.
Les Italiens obtiennent, par ce même contrat emphytétique, pacte emphytétique, pour la durée qui a une durée de 99 ans, obtiennent de la France le hôtel de Boisgelin, La Rochefoucauld, actuel siège de l'ambassade d'Italie à Paris, pour un échange d'un franc symbolique ou d'une lire symbolique. Et donc, qu'est-ce qui se passe à titre gracieux? À titre gracieux, avec naturellement la charge de pourvoir à la conservation, à la manutention de l'immeuble, qui est très onéreuse dans les cas de Farnèse et aussi onéreuse dans les cas de La Rochefoucauld. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes ici dans un domaine d'État italien, parce que les Italiens sont propriétaires donc, des murs et de l'immeuble. Et donc l'hôtel des Galifet continue d'être le siège du consulat jusqu'aux années 60 et devient, lorsque le consulat se déplace pour aller à la rue de Passy, à Passy, dans les quartiers de Passy, avenue Boulevard Roger, il devient donc le siège de l'Institut culturel italien et de la délégation auprès du plan Marshall et ensuite de la délégation auprès de l'OCDE qui devient depuis quelques années la délégation auprès des organismes internationaux. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons l'Institut culturel italien qui occupe les rez-de-chaussée, qui continue d'occuper les rez-de-chaussée et donc les jardins. Et qui utilise le jardin aussi. Bien sûr. En été. En été, pour les manifestations, pour les activités. Et au premier étage, il y a les bureaux de la délégation italienne, de la délégation diplomatique italienne auprès des organismes internationaux. L'OCDE, l'UNESCO, l'ESA et d'autres institutions internationales qui donc ont besoin de cette délégation diplomatique. Et puis nous avons au deuxième étage, donc sous les combles, au troisième étage, nous avons les attachés militaires. Et donc c'est un domaine assez particulier parce que nous vivons ce contraste entre l'ouverture au public d'un institut culturel et la sécurité, les raisons de sécurité qui, au contraire, sont contraignantes dans le cas des attachés militaires. Alors, concernant le premier étage et le rez-de-chaussée, les visiteurs de notre site ont pu regarder un entretien que j'avais enregistré il y a quelques mois avec l'ambassadeur Gabriele Checchia et aussi différents entretiens avec vous-même pour ce qui concerne les activités de l'Institut culturel italien qui existe donc ici même depuis une cinquantaine d'années, disons, grosso modo, depuis 61. Voilà, donc depuis un demi-siècle. Oui, disons. Bien que l'Institut culturel italien a été fondé, tous les instituts culturels italiens ont été fondés dans les années 30. C'est un legs du régime fasciste, donc ils étaient bien avant. Mais donc, où se trouvait l'Institut culturel italien avant la dernière guerre mondiale? Dans les mêmes immeubles, parce que les mêmes immeubles étaient toujours le siège le siège, mais il n'avait pas, je pense que il n'occupait pas tous les rez-de-chaussée qui étaient à l'époque. Mais de toute manière, il était toujours déjà ici. Oui, il était toujours ici. Mais l'Institut, sous la forme actuelle, existe depuis les années 60. Depuis les années 60, oui. Depuis les années 60. Et il développe une activité très intéressante. Alors, aujourd'hui, notre conversation est consacrée à ce livre. Oui. Mais on aura l'occasion de revenir sur l'hôtel des Galifet. Sur les activités. Oui, parce que nous venons donc d'organiser un projet d'architecture, une exposition, projet expérimental qui va donc se concrétiser dans 9 mois, le 13 juin. Je peux déjà l'annoncer, le 13 juin 2016, nous verrons ici une exposition réalisée par 10 agences d'architecture sélectionnées par un comité d'experts, un comité scientifique italien et français, et avec le but de redessiner, de projeter de nouveau les 2 ailes perdues de l'hôtel des Galifet. C'est-à-dire l'aile est qui donne sur la rue du Bac
et qui a été inachevée parce qu'elle est composée d'un seul étage, et alors qu'elle pourrait être beaucoup plus grande. Et donc, nous avons demandé à ces 10 architectes, 10 agences d'architectes, de reconcevoir des bureaux pour rebâtir l'aile est. Mais surtout l'aile sud, ainsi dite Tornielli, l'ala Tornielli, qui prend le nom d'un des ambassadeurs du Royaume d'Italie, qui fut démolie, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans les années 60, pour des raisons d'usure, parce que les murs s'écroulaient, il y avait une fuite d'eau. Les architectes qui sont en train d'étudier ce livre sont en train de mettre à plat tout le système des raisons pour lesquelles cet immeuble a été démoli, et c'était l'aire monumentale, elle aussi, c'était l'aile où eut lieu la célèbre fête et le célèbre banquet en l'honneur de Joséphine de Beauharnais, le 3 janvier 1798, lorsque les mémoires de l'époque racontent, on organisa... Joséphine de Beauharnais, il faut rappeler l'épouse de Talleyrand. C'était la première épouse de Bonaparte. Napoléon, voilà. Et donc Talleyrand avait organisé pour flatter le général conquéreur de l'Italie, avait organisé une réception en l'honneur de son épouse, de sa femme, et il avait donc organisé un grand banquet à la polonaise où les hommes servaient les femmes assises. Et on s'est longtemps interrogé sur la galerie de 40 mètres où on aurait pu mettre cette table en forme de fer de cheval, en forme d'amphithéâtre, où les dames étaient assises et les hommes servaient debout derrière. Et le seul endroit où cet emplacement a été possible était la grande galerie qui occupait donc le premier étage de l'aile Varenne, de l'aile sud, qui sera donc rebâtie un jour, peut-être grâce au projet et à l'étude expérimentale de ces 10 agences d'architecture sélectionnées par un comité d'experts. Voilà, donc on va revenir sur ce sujet en 2016, mais entre-temps, on vous signale avec toute notre sympathie ce livre qui s'intitule L'Hôtel de Galifet, signé par Marina Valencise, édition Schirà. Avec les photos, les illustrations de Guy Boucher, parce que le livre a été conçu comme un livre illustré. Donc nous avons non seulement publié des illustrations de l'époque, des tableaux très célèbres, mais surtout une série de photos réalisées par un grand photographe, Guy Boucher, que je remercie parce qu'il a fait un excellent travail. Grazie, merci, Marina Valencise. grazie a lei e a tutti voi.